Top sur Top, le podcast du peuple du ping français. Salut à tous et à tous, bienvenue au Top sur Top, votre émission de débat sur l'actu ping professionnel. Et moi je suis accompagné, comme d'habitude, de Foucault Simonin. Salut Foucault, comment ça va? Salut Noah, ça va et toi? Ah ouais, ça va super, hein, ça fait quelques jours qu'on t'avait pas vu, quelques semaines même sur le podcast, donc je suis super content de retourner avec toi. Et puis évidemment, on est aussi avec Damien à l'interne. Salut Damien. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. L'épisode du jour va être consacré à la Coupe du monde de double et non pas à la Coupe du monde de simple qui débutera dès demain, dès lundi 30 mars. Forcément, la Coupe du monde de double, elle a été annoncée maintenant il y a 10 jours, le 19 mars, et elle commencera à partir de 2027. C'est une compétition donc, qui s'ajoutera au programme qui est déjà assez fourni de compétition au niveau international. Elle sera totalement indépendante de la Coupe du monde de simple donc, qui commence dès demain. On aura donc les tableaux double homme, double femme et double mixte. Ils seront tous présents. On ne connaît pas encore son pays hôte, il pourrait être amené à changer et à varier, à jamais être le même, parce qu'on sait que la Coupe du monde de simple se déroule maintenant depuis quelques années à Macao. Donc on sait jamais, peut-être que la France pourrait l'accueillir. Puis on va avoir de belles chances de médailles, notamment avec nos doubles masculins, pardon, Esteban Dorf, Florian Borasso ou les frères Lebrun, ou même qui sait, peut-être Jules Roland et Léo Denodrest. Puis ça serait une compétition qui serait une bonne préparation pour les Jeux Olympiques, parce qu'on sait on aura le double homme et le double femme lors des JO. Et donc, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette compétition est vraiment nécessaire? Parce que, comme je l'ai dit, elle s'ajoute un calendrier qui est déjà extrêmement chargé au niveau international et au niveau national et même européen. On a chaque année, le top 16 et les Coupes d'Asie, d'Afrique, etc. Plus les championnats européens, par exemple, enfin les championnats continentaux, par exemple, au niveau européen, c'est soit en équipe, soit individuellement. On a chaque année un championnat du monde, soit individuel pareil, soit par équipe. On a 6 champions, 4 smash. À tout ça, on peut rajouter les tournois feeder pour les, entre guillemets, les joueurs les moins bons au niveau international, qui sont quand même à un niveau excellent parce qu'ils jouent des tournois sur la scène internationale. Puis les contenders, star contenders, puis les joueurs jouent souvent en simple et en double. Et à tout ça, on rajoute, comme je l'ai dit, donc en plus des tournois continentaux, les matchs sur le circuit purement national, que ce soit en équipe ou même en individuel. Et donc, Damien, est-ce que ça fait pas beaucoup? Est-ce qu'on pourrait pas se retrouver aussi avec une Coupe du monde de double sans les meilleurs joueurs individuels? Parce qu'on, par exemple, en double, on a certains doubles qu'on voit peu souvent, mais qui restent les meilleurs doubles du monde, comme par exemple des Wang Chuqin, Sung Ying-cha en double mixte. L'idée est intéressante, on en avait parlé notamment quand on se posait la question du format de la coupe du monde, mixte. Maintenant, bah, tu as très bien dit en préambule, j'ai peur que cette compétition soit un peu une compétition gadget. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme tu dis, le calendrier maintenant, bah, il y a de moins en moins de place, il y a de plus en plus de compétitions. ITTF maintenant veut chaque année rajouter, cette coupe du monde mixte, donc en plus des coupes du monde individuelles. Donc, ça rajoute encore une compétition, un peu à l'image de la coupe du monde mixte. Est-ce qu'il y aura tous les meilleurs en 2028, par exemple, si par exemple c'est avant les Jeux Olympiques ou après je sais pas. En fait, j'aime beaucoup l'idée, parce que j'ai toujours dit que j'aimerais que le double devienne un peu plus important dans les compétitions, notamment peut-être sur les formats par équipe, notamment en championnat du monde. Maintenant, l'idée d'une compétition centrée sur le double, pourquoi pas, mais encore une fois, ça dépendra toujours de qui va organiser la compétition. Si la compétition est en Chine, on aurait probablement les meilleurs joueurs chinois. Si par contre elle est organisée partout dans le monde et donc avec des villes différentes, il y aura peut-être des choix de calendrier pour certains des gros joueurs mondiaux, notamment, comme tu citais, des Wang Chuqin, des Sun Ying-cha, et même par exemple les frères Lebrun, par exemple, même s'ils pourraient se servir de cette compétition pour jouer davantage en double. Mais il y a d'autres compétitions, on peut jouer en double, notamment les Smash. Donc rajouter encore une compétition, c'est vrai que est-ce que c'est pas un peu de trop? Ouais, toi, tu as été content de l'annonce de l'ITTF. Est-ce que tu penses qu'il y aura un réel engouement autour de cette compétition? Bah, moi personnellement, j'ai quand même peur de l'hécatombe qui peut arriver. Des paires comme Dor Borasso, c'est très intéressant pour elle parce que je pense que ça peut mettre en avant le double, surtout que c'est une compétition que pour ça.
Maintenant, est-ce que un Wang Chuqin, il a intérêt à venir dans ce genre de compétition alors qu'il y aura pas de simple? Et surtout, par exemple, un Félix Lebrun, il vient, il fait du coup presque que il fait que le double homme, puis il repart, t'imagines si c'est en Chine. Bon, pour ça, je pense que il y a un risque, il y a un manque de participants et qu'au final, ça mette pas en avant le double. Alors que pour le coup, je trouve que l'idée en soi peut être une bonne idée parce que je pense que le double est quand même un format qui est assez spectaculaire et qui doit être plus mis en avant, surtout qu'on a les meilleurs joueurs mondiaux qui y participent, quoi. Donc, ouais, mon avis, c'est que je suis pour l'idée, mais j'ai aujourd'hui un peu peur que il y ait peu de participants, alors en tout cas peu de participants hauts, et que cela, du coup, ça intéresse moins et que même ça dévalorise la performance de gagner une Coupe du Monde. Mais Mais j'espère que, mais s'il y a les meilleurs joueurs du monde, franchement, ça peut être une super idée. Et donc, vous préfériez qu'on ait cette Coupe du Monde qui se déroule en Chine et qu'on ait tous les meilleurs joueurs du monde, ou qu'elle se déroule en France, par exemple, si on serait tous très heureux qu'elle se déroule en France, et qu'on prenne le risque de ne pas avoir tous les meilleurs joueurs du monde. Vous préfériez quoi? Ah, c'est une question complexe. C'est une question Je vous pose une complexe. colle là. C'est une question complexe. Après, j'aimerais le côté itinérant, pour le coup, parce que côté itinérant, je trouve, amène aussi un certain prestige. C'est-à-dire un peu ce côté, ça peut arriver, Sinon, ça attends crée. Damien, Oui. je pose la question parce que je repense à quand on avait parlé de délocaliser, enfin de délocaliser, de plutôt supprimer le Champions de Montpellier, de rajouter un Smash à Paris. Mais il y avait toujours la problématique de l'Europe Smash qui était en Suède, Mmh. du fait qu'on n'allait sûrement pas supprimer le Smash de Singapour, ni le Smash en Chine, et que ça allait être compliqué de mettre un champion et un Smash en France. Donc je me dis, est-ce que finalement cette compétition pourrait pas être attribuée à la France euh, et que de toute façon, on garde quand même le Champions de Montpellier. Donc on ait ces deux compétitions, mais sans avoir de Smash. Je Après, me dis que c'est une Bah, possibilité. après moi après, désolé Simon, après enfin Foucault, après, je te laisserai la parole. Non, je sais pas. Franchement, je dois avouer que je suis un petit peu dans le flou. Déjà, c'est arrivé, il y a 10 jours comme ça, on n'a pas eu vent, enfin, on savait qu'avec les jeux olympiques, le retour des doubles, qu'il y allait peut-être, des choses qui allaient être préparées. Après, sincèrement, ce que je préfère, moi, très honnêtement, je préfère quand il y a les meilleurs joueurs du monde. Voilà. C'est quand il y a l'élite de ton sport. Si on a la chance d'en avoir en France, bah, tant mieux. Après, ce serait dommage, par exemple, qu'on en accueille en France et que il y a des joueurs, notamment côté asiatique, du fait notamment d'un calendrier qui devient de plus en plus lourd, bah, qui décident de pas venir parce qu'ils disent, bon, on a d'autres occasions de jouer en double et bon, c'est une compétition qui se rajoute, on veut pas forcément rajouter encore un voyage en plus. Donc je sais pas. Pour être honnête, je préfère quand tous les meilleurs sont là, parce qu'au moins ça donne de l'engouement à la compétition. Donc franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, juste, j'ai un peu cette impression que l'ITTF veulent aussi avoir un grand nombre de compétitions eux aussi, pour faire un peu un acte de balancier avec la WTT auquel ils collaborent. Et j'ai l'impression qu'ils forment un peu de balancier depuis la création de la Coupe du Monde mixte et cette création de compétition. Donc je sais pas, à voir ce qui va être fait, ce qui va en être fait, pardon. c'est intéressant ce que tu dis, Damien, sur les JO. C'est pour ça que ça me fait réfléchir et je pense que l'année prochaine, en 2027 et même en 2018, 2028, il y aura du monde vu que c'est une année à, pré-JO. Mais dès que on va aller dans les années après les JO, je suis pas sûr que il y aura énormément de doubles qui viendront. En 2029, par exemple, après les JO, est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup de monde qui vont venir à ces coupes du monde? Je suis pas sûr, même si c'est en Chine. Et sur la question de est-ce que faudrait le mettre en Chine ou en France? Moi, j'ai peur que de toute façon, il y ait des absents. Euh,
Et que même, je me dis, si c'est organisé en Chine, même des grosses paires européennes viennent pas. Et à l'inverse, si c'est organisé en Europe, il y aura très probablement de grosses paires chinoises qui ne viendront pas. Il faudra voir aussi à quel point la symbolique de la Coupe du Monde, le prestige de la Coupe du Monde jouera un rôle dans, dans, dans ce choix. Parce que la Coupe du Monde, c'est quand même très prestigieux en simple. Est-ce que le prestige qu'il y a en simple va se répercuter aussi sur les doubles ou bah, potentiellement quelqu'un qui gagne la Coupe du Monde sera pas champion du monde, mais en tout cas tenant du titre en Coupe du Monde, ce qui est quand même un titre assez prestigieux. Donc ouais, à voir, mais en tout cas, je- c'est dur de prévoir à quel point ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Pour l'instant, c'est comme ça que je conclurai. Oh oui, ce que je me demande par rapport à cette compétition, comme le disait Foucault, c'est quel va être son prestige? Où est-ce qu'elle va se situer hiérarchiquement par rapport aux autres compètes? Moi, quand je regarde, bon, forcément, elle sera inférieure à un championnat du monde ou aux Jeux olympiques, ça c'est évident. Mais par rapport à des finals ou à une victoire en Smash, est-ce que ce sera inférieur ou supérieur? Est-ce que finalement, le fait qu'il y ait toute cette émulation autour d'un Smash parce qu'on a les simples qui sont, oui, bien plus prestigieux que les doubles et donc qui vont créer tout cet engouement, est-ce que finalement ça va pas rajouter du prestige à la compétition de double, même si c'est finalement les à côté, le simple? Est-ce que ça rajoute pas du prestige à la compétition de double, par rapport à une compétition comme la coupe du monde là qui vient d'être annoncée, où il y aurait seulement 3 tableaux de double? Heu, est-ce que est-ce que finalement, oui, faut pas que ça se termine en, contender ou star contender de double, seulement? Parce que déjà qu'on aurait très peu de paires très huppées, si en plus on se retrouve sans tournoi de simple, il y aura vite un désintéressement qui va arriver sur cette compétition. Moi, j'en ai vraiment peur parce que je vois, j'ai vu, Esteban Dor, Florian Bourrasso qui ont mis en story les publications autour de cette compétition, et qui ont envie d'y aller pour la gagner. Je pense qu'un Lim Jong-un a très envie aussi d'aller la gagner parce que c'est une compétition qui va vraiment le mettre en valeur. Lui qui est un très bon joueur de double, donc que ce soit en double homme ou en double mix, qui va avoir envie d'aller la chercher. Maintenant, je me demande est-ce que, je me questionne sur la motivation, par exemple, d'un Lushin, qui est un très bon joueur. Enfin, on prend son exemple parce que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. C'est le meilleur joueur du monde en simple, mais on l'oublie très vite parce qu'il fait pas toutes les compétitions de double, évidemment. Mais c'est aussi sûrement un des meilleurs joueurs du monde en double. Parce que le mec est tellement fort que même en double, alors que ça ne met pas forcément en valeur toutes ses qualités premières, il reste très bon et c'est peut-être lui qui fait partie des top 3 meilleures paires du monde actuellement, avec Lin Chidong en double homme, avec Su Ningxia, sûrement la meilleure paire du monde en double mixte. Et, euh, et son absence serait fortement préjudiciable pour l'importance et même la visibilité de la compétition. Et moi, je me demande à quoi servirait vraiment, même juste avec l'absence d'un Jushin. Enfin, on peut pas envisager une Coupe du Monde de simple aujourd'hui sans Jushin, hors blessure. Mm. Ouais, et avoir aussi le format qu'ils proposent. Est-ce qu'on aura un format comme en simple avec des poules? Moi, je serais quand même plutôt favorable à un format avec des poules parce que déjà, Ouais. faire un format différent, ça te rend la compétition différente. Si tu fais un format en tableau d'élimination directe, finalement, en quoi ça te distingue d'un smash? Si tu fais un format en groupe, et c'est ça qui rend aussi la Coupe du Monde différente, et surtout, c'est pour ça que je suis aussi très hypé pour cette Coupe du Monde, c'est que avoir un format en poule avec ces trois sets gagnants, je trouve ça très bien et ça le rend exceptionnel. Donc j'espère qu'ils mettront ce format de poule euh, dans cette Coupe du Monde de double. Ouais, après, moi c'est au-delà de l'aspect organisationnel. Moi, c'est surtout l'abréviation va Coupe du Monde. C'est vrai que moi, j'ai toujours connu, moi personnellement, une Coupe du Monde simple, c'est ce qui se rapproche le plus dans le circuit d'un championnat du monde.
Le palmarès, il est ultra prestigieux. Quand on voit voilà, le palmarès d'une Coupe du Monde de simple, que ce soit homme ou femme, tous les plus grands de ce sport l'ont gagné. En tout cas, dès la création de cette compétition, tous les grands ont gagné. Donc ça rend énormément de magie. Je pense qu'ils feront tout pour amener les meilleurs joueurs du monde. Et peut-être qu'il y aura des absents, mais que globalement, tous les meilleurs seront là. Mais il faut aussi que ça se répercute dans le temps. Parce que il y a un peu cette impression que vis-à-vis du changement de format des Jeux Olympiques, on veut surfer un petit peu là-dessus. L'ITTF veut regrouper beaucoup plus de compétitions pour amener. Mais par exemple, on le voit avec la Coupe du Monde mixte. Est-ce qu'elle a vraiment pris? Bah, j'ai pas l'impression. Alors, on parle beaucoup du format, peut-être qu'il est pas parfait. Peut-être que si on fait le même format en simple pour le double, peut-être que ça prendra de la même façon. Mais il y a toujours un peu ce côté aussi de rajouter de la compétition. Il faut tout de suite amener quand même un précis, il faut tout de suite amener quelque chose d'important, parce que si la première épreuve, elle prend pas, bah, le reste des éditions prendra pas du tout. Donc c'est un risque quand même pour l'ITTF. Après aussi, ils veulent, je pense, moi ça, je garde mon avis, ils veulent un petit peu, je pense, augmenter le nombre de compétitions à leur charge pour voilà, garder quand même la main un petit peu sur le circuit mondial. Et aussi, bah, voilà, on est de retour avec les Jeux Olympiques avec les doubles. Eh bien, on va aussi prolonger ce format-là dans nos compétitions qu'on organise. Donc, à voir. Moi, je suis hypé par l'idée, je me répète, mais par contre, c'est vrai qu'avec le calendrier, quand le placer, ouais, c'est compliqué. Au niveau du calendrier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le calendrier de cette saison-là, 2026, parce qu'on est sur une année pleine, une année civile, le calendrier il avait été annoncé fin juillet, début août. Vraiment dans les premiers jours d'août ou dans les tout derniers jours de juillet. Et je me dis que potentiellement, je viens de penser, mais potentiellement, l'ITTF et la WTT, par son émanation, je ne sais pas comment ils travaillent, ils fonctionnent réellement ensemble, mais se laissent un peu de marge là, 4 mois et demi, 5 mois, pour déterminer s'ils conservent et qu'ils maintiennent tous les Champions et tous les Smash. Peut-être qu'ils vont, moi je pense que ce serait pas une si mauvaise idée, de supprimer un Champions au bénéfice, au profit de la Coupe du Monde de double. Et je pense que ça pourrait créer un certain équilibre. Après, à voir si le promoteur est d'accord. Parce qu'il y a quand même un promoteur, et plus il y a de tournois, plus il y a de visibilité sur la marque, et à voir. Parce que même s'il y a de la collaboration, il y a toujours je dirais pas une rivalité, mais la collaboration n'amène pas toujours la fraternité. Il y a toujours une envie quand même de se montrer. Et à l'image des championnats du monde, où c'est les deux organismes entre guillemets qui les promuent, est-ce qu'il y aura une entente comme cela? Je sais pas, parce que pour le coup, la Coupe du Monde mixte n'a pas vu de changement important dans le calendrier. Donc, je sais pas si pour le double, il y aurait aussi il y aurait un changement soudain du calendrier WTT. Sur ça, il y a un diffuseur à prendre en compte, tu vois, parce que, Oui. enfin, je prends juste l'exemple français, mais l'équipe a signé, je crois, un bail de 3 ans. Et est-ce qu'ils accepteraient de remplacer leur champion par une Coupe du Monde de double? Je suis pas sûr. Enfin, il faut un certain nombre de garanties, à mon avis, pour l'équipe et pour les autres diffuseurs. Mais par contre, moi, je trouve ça une bonne chose. C'est un risque, comme on a dit depuis le début du podcast, mais je trouve que c'est une très bonne chose de dissocier justement cette Coupe du Monde de double de la Coupe du Monde de simple. Parce que sinon, tu crées juste comme un mi-champions, mi-smash dans un entre-deux. Et c'est juste, là, on aurait vraiment juste l'impression que c'est une compétition rajoutée au programme et au calendrier. Alors que là, c'est une compétition rajoutée, mais qui a un sens. Ça peut faire trop, mais ça fait sens. Ouais, ça envoie un message en tout cas de la part de la WTT qui, pour moi, est quand même plutôt positif, qui est que il ne, il ne veut pas baisser l'importance du double, ils veulent augmenter son importance. Et donc, moi, je trouve ça plutôt positif parce que j'aime bien le double et je pense que ça mériterait d'être davantage valorisé. À voir. Moi, en tout cas, je, je suis un peu d'accord avec, enfin, je suis d'accord avec Foucault, pardon. Vraiment, l'idée met en valeur le double, très clairement, et c'est vrai que ça aurait été rajouté en plein milieu de la Coupe du Monde, par exemple, de simple. Bah, à la fin, on aurait un peu le même, enfin, ça aurait été, on n'aurait pas vraiment d'aspect marquant, de symbolique. On dirait, bon, bah, c'est un smash, en fait. C'est un smash organisé par les TTF.
Là, au moins, ça rend, on va dire, une compétition. Enfin, on a la Coupe du Monde de simple qui reste et on aura une Coupe du Monde, mais cette fois pour les meilleurs doubles de la planète. Donc, oui, oui. Encore une fois, si le calendrier s'y prête et qu'il y a encore de la place et qu'il y a un intérêt, bah ouais, franchement, banco. Donc, le plus intéressant, ce serait de le mettre avant les JO. On est d'accord pour que ce soit une vraie préparation. Les JO, c'est généralement juillet-août. En juillet, on a l'US Smash. Déjà en mars, on a le Champions de Chongqing. Donc, comme c'est fin juin, le début de l'US Smash, on a 3 autres tournois avec 2 contenders et un star contender en juin. Le plus intéressant, si on fait des petites prédictions, entre guillemets, sur le moment où sera placée la Coupe du Monde de double, faudrait la placer entre avril et mai, quoi. Oui. Bah d'ailleurs, Sur avril, mai, t'es champion du monde aussi. oui, bah En premier. rapproché, assez rapproché d'ailleurs de la Coupe du Monde de simple. Parce que c'est vrai que si on avait une Coupe du Monde de double au mois d'octobre, ce serait un peu les grands écarts. Déjà que c'est un peu le grand écart avec la Coupe du Monde mixte, bah ouais. D'ailleurs, d'un autre côté, est-ce que ça pourrait pas précipiter aussi la fin de la Coupe du Monde mixte? Je sais pas, enfin, je pense pas, mais finalement, est-ce que Coupe du Monde simple et Coupe du Monde de double, au moins on réunit un peu les deux éléments en fait finalement. Est-ce qu'en soi, ils n'auraient pas dû proposer cette idée-là plus tôt, plutôt que de lancer une compétition qui est très longue et qui, en fin de saison, comme on la connaît. Ça aurait pu être intéressant de l'avoir surtout cette année, comme c'est pour, entre guillemets, préparer les JO, entre autres. Ça aurait pu être intéressant, tu vois, de l'avoir dès cette année, même peut-être limite l'année dernière. Mais ouais, c'est-à-dire qu'on n'aura que 2 éditions pour préparer les JO, et comme moi, je trouve que l'idée de format de Foucault est très intéressante, d'avoir des poules. Mais pour te répondre, Foucault, ça me semble compliqué parce qu'on aura sûrement le même format qu'au JO. Enfin, on espère qu'on aura. Enfin, j'aimerais bien à la fois avoir le même format de poule, enfin avoir un format de poule, mais je préférerais avoir le même format qu'au JO. Parce que si on suit vraiment la ligne directrice qui semble de, de vouloir se préparer pour les JO, d'être vraiment une compétition, pas JO bis, mais qui fasse écho aux JO, je ça m'étonnerait qu'au JO, on ait une phase de poule au ping. Enfin, je sais pas, moi, ça me surprendrait. Ouais, possible. Après, je sais pas, t'as quand même d'autres compétitions qui te préparent au format des JO, quoi. Et les autres compétitions, c'est tous les autres. Le format de la CDM actuellement, il prépare pas aux JO de simple et j'ai pas l'impression que ça soit dramatique. Donc, ouais, je sais pas, je serais pas si sûr de mon côté. Ouais, mais ça fait longtemps que le format de Coupe du Monde de simple il a été instauré, tu vois. Alors que celui-là, il est vraiment instauré, là, bah, il va être, il va commencer à peine 1 an et demi avant le début des JO. Et c'est justement au moment où on va avoir l'intronisation de ce tournoi-là de double homme-femme au JO. Donc, moi, ça me surprendrait que ce soit pas le même format. Après, il faut pas oublier que c'est la marque Coupe du Monde, quand même. Je pense pas que l'ITTF, nécessairement une préparation JO, je pense que c'est plus surfer sur la nouvelle, en tout cas le nouveau format qui y aura aux Jeux Olympiques, en tout cas le nouveau format de programme par rapport au ping, pour mettre en place cette compétition-là, rajouter une autre compétition pour, d'une certaine manière, surfer là-dessus, mais je pense pas que c'est vraiment une préparation aux Jeux Olympiques, parce que je pense qu'ils veulent pas qu'il y ait que 2 éditions, puis 2 autres éditions avant les Jeux Olympiques. Je pense que c'est 2027 et ils espèrent avoir un long terme. Et s'ils veulent quand même rapprocher avec la Coupe du Monde de simple, bah, pour nous faciliter un peu la tâche, nous, spectateurs, et puis même les athlètes, bah, au moins garder le même format que le simple, garder le même principe pour qu'une certaine manière, bah, ça soit assez simple de lecture. Pour toi, je pose la question, hein, peut-être que je me trompe, mais pour toi, ça pourrait être intéressant, par exemple, que là, on est à la Coupe du Monde donc qui se déroule, je crois, jusqu'au 5, ouais, c'est ça, jusqu'au 5 avril, et qu'à partir du 7 ou 8 avril, quelque chose comme ça, on enchaîne avec la Coupe du Monde de double pour l'année prochaine. Je sais pas. Après, la problématique, c'est que ça voudrait dire que la Coupe du monde de double serait à Macao, pour le coup.
Je sais pas. Je pense quand même que garder les athlètes 2 semaines encore. Moi, je dirais qu'il faudrait que ça soit assez rapproché, mais après que ça soit sur 2 semaines. Alors, peut-être que ça facilite le calendrier, je sais pas. Je suis pas expert sur ces domaines-là. Mais je sais pas. Pour le coup, peut-être aussi rapproché. Est-ce qu'il n'y aurait pas le retombé après le simple ou voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un retombé? Est-ce qu'en fait, voilà, déjà des formats aussi longs comme les Jeux Olympiques ou des championnats du monde, déjà en soi, quand la compétition se finit, c'est pas qu'on est rincé, mais entre guillemets, les joueurs et tout un ensemble sont un peu plus, voilà, la pression retombe un peu. Je sais pas si c'est réellement le meilleur timing. Mais moi, quand je parlais de rapprocher, c'était rapprocher dans un temps. Comme je disais, là, il y a la Coupe du Monde de simple. Ce serait dommage qu'il y ait une Coupe du Monde de double au mois de novembre. Dans le sens où là, je trouve que ce couplet Coupe du Monde perdrait un peu de son sens. On serait fin de saison. J'ai- J'aime bien cette idée de le mettre, ouais, comme tu disais, avril-mai, milieu de saison. Les joueurs sont quand même un petit peu dans l'année, dans le focus. Donc, ça serait peut-être une compétition, au moins qui serait pas trop rajoutée. Je sais pas. Moi, je pense que 2 semaines de compétition, ça ferait long. Vraiment, je pense que rester 2 semaines à Macao pour les joueurs, ce serait pas. Enfin, même si Macao en soi. Bien, mais bon, 2 semaines hors de chez eux, au bout d'un moment, je pense qu'ils aimeraient bien. Ça serait un peu long, je pense. Encore un dernier mot ou on passe sur le tirage justement de la Coupe du Monde de simple? Ouais, bah, non, mais je suis globalement d'accord. Ouais, je pense que ça pourrait avoir, en tout cas. Ça, l'idée est intéressante, à voir comment ça peut se concrétiser. Ça peut malheureusement être le représentant d'une fausse bonne idée ou d'une réelle bonne idée. Donc, à voir. Et en tout cas, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon, donc maintenant, on va analyser donc, le tirage de la Coupe du monde de simple qui commence dès demain. Je trouve ça un peu dommage qu'on ait le tirage seulement la veille à titre personnel. Mais donc on a eu des tirages, assez intéressants, peut-être même des des poules, voire même compliquées pour nos bleus. On va commencer avec celle de Félix Lebrun qui a arrêté du groupe 7 les gars. Ce sera avec Anton Kalberg et son bourreau de l'an passé, Feng Yixin, qu'il avait, enfin face à qui il avait fait match nul surtout, mais qu'il avait éliminé quand même de la compétition, par leur match nul de partout. On rappelle que cette année, il y aura plus de match nul. Félix avec Kalberg et Feng Yixin. Bah, youpi. Youpi, enfin la fin de ce format de score qui n'avait. Bon, qui était une idée à la base, mais je pense qu'ils ont vite compris que ça frustrait plus le public et les joueurs qu'autre chose. Bah ouais, groupe compliqué, mais groupe pas impossible pour le Félix depuis quelques mois. Il arrive quand même dans une meilleure forme que l'année dernière. Je pense qu'au-delà du format, c'était un Félix qui était un peu dans une vague négative. Là, il est quand même, là, il vient de 2 semaines, il vient de gagner le Champions de Chongqing. Il fait un bon début de saison. Son jeu est quand même vraiment beaucoup plus en place. Il y a des progressions sur un peu tous les secteurs techniques. Et puis surtout, il passe à Fang Yizin, par exemple. Il l'a quand même battu à Mascat. Donc l'année dernière. Donc d'une certaine manière, il n'est pas sur. C'est pas son dernier match. Donc je pense qu'il y aura un aspect psychologique qui sera tout autre que l'année dernière. En plus, retour à 3-7 gagnants. En tout cas, au moins, on gagne un match. On peut gagner un match. Ça enlève quand même un petit peu du stress. On est moins sur la retenue. Gagner les 2 matchs, était qualifié direct. Donc au moins, il y aura moins de problèmes. Puis Anton Kalberg, il y a 2 ans, j'aurais dit ouais, c'est un tirage piège. On va dire qu'Anton est un tout petit peu moins fort. Il y a quand même des éléments qui montrent qu'il n'est pas sur une pente ascendante en ce moment. Donc, groupe pas simple, mais pour le Félix de ces derniers mois, ça devrait pas être un trop gros problème. Le Ouais, plus compliqué, ça va ouais, plutôt être le match contre le Taïwanais. Peut-être. Peut-être. Mais après, Anton Kjellberg a souvent gêné Félix aussi par le passé, notamment parce que c'est un joueur qui est très bon sur la remise de service, qui est assez bon pour lire les effets. Donc, par exemple, sur ces attributs-là, on sait que Félix, il avait tendance à tomber un peu dans un mur. Là, maintenant qu'il est meilleur
dans les combats sur top, sur les épreuves un peu de puissance. Je pense que maintenant, il va être un peu moins gêné par cet aspect-là. Ouais, je pense que vu la forme de Félix, moi je pense que je le vois passer sa forme de ce début d'année n'a rien à voir avec la forme qu'il pouvait avoir l'année dernière. Donc ouais, moi je suis vraiment plutôt confiant sur Félix, surtout que Antoine Camberg il a eu quand même une année 2025 un peu même un peu beaucoup dure. Donc j'avoue que je vois quand même Félix au-dessus. Et c'est pareil pour Félix. Il l'avait affronté récemment et Félix l'avait battu. Donc, encore une fois, je pense que je suis assez confiant sur la victoire aussi. Donc, moi, je pense que parmi tous nos Français, Félix, c'est celui qui a le plus de chances de passer, même s'il voit aussi Alexis passer. Euh, mais, euh, mais je pense qu'il passera et même si le groupe paraît difficile, je pense qu'il passera sans trop de problèmes. On enchaîne avec le deuxième groupe. Ouais, moi aussi, enfin, pour le groupe de Félix, rapidement, je pense que le match le plus compliqué, ça va être contre Feng. Après, il l'a battu à Mascate quand même récemment. Il avait pris entre guillemets, sa revanche, parce que c'était quand même un match nul, la Coupe du Monde. Euh, bon, c'était un 3-0, c'était pas un match compliqué. Et puis, dans la forme dans laquelle il est, je vois. Puis Feng a deux, trois petits problèmes en ce moment. C'est pas le Feng des deux, trois derniers mois, sur juste les deux dernières semaines, mais donc, je vois Félix passer quand même assez aisément. Deuxième groupe pour nos Français, c'est le groupe 10 pour Alexis Lebrun. Il se retrouve avec Kanakja et Lam Suang qui a remplacé Lin Chidong, qui s'est retiré de la compétition. Ça va, Sassoon. Là, pareil, tirage. Tirage pas. De toute façon, c'est une Coupe du Monde, donc rien n'est simple, mais tirage abordable pour Alexis. En tout cas, l'année dernière, il avait eu la frustration de pas y être. Là, cette année, il y est, donc je pense qu'il arrive avec beaucoup, beaucoup de détermination. Et puis, la difficulté face à Kanakja, c'est que c'est un joueur qui est un peu imprévisible, qui peut parfois jouer bien au-dessus de son niveau moyen, et puis des fois passer un peu à côté. On l'a vu un peu l'année dernière, notamment en fin de saison, où il a été capable de faire des perfs contre Hugo Calderano, etc. Donc à voir, mais si on a un Alexis Lebrun du niveau du top 16, de ce niveau-là, normalement ça passe. Après, ça dépend de lui. Comme voilà, la performance dépend toujours de l'athlète. Donc je pense que c'est pas un groupe aussi dur qu'on le croit. Surtout, bah, finalement, l'absence de Lin Chindong fait que bah voilà, c'est un joueur bon, c'est un bon joueur, lui, Liam Si. Mince, j'ai plus le nom, si tu peux me rappeler, désolé, Noah. Le Hongkongais. On va voir. Lam Siu, j'ai plus le. Lam Suang, Lam Siu Yang, pardon. Lam Siu Hang. le Hongkongais. Ouais, bon joueur aussi, bon joueur de double, donc c'est un joueur qui est bon, proche de la table. Encore une fois, ce qu'il faudra observer chez Alexis, c'est notamment est-ce qu'il va mettre vraiment en avant ses progrès en remise de service et en agressivité sur la première balle. Parce qu'il y a eu des très très bonnes choses en fin de saison dernière et sur le top 16. Et ça a un petit peu reculé ces dernières semaines, notamment sur les matchs contre Francisca. Donc, mais je pense pas que c'est des joueurs qui ont des cartes à leurs mains qui sont dangereux pour Alexis. Encore une fois, Kanakja, c'est peut-être le petit piège de ce groupe. Ceci pour Alexis. Ouais, je pense aussi, même si je serais quand même moins confiant que pour Félix, du fait de la forme récente d'Alexis avec deux défaites contre Francisca, dont la dernière qui était quand même très compliquée, où Al Chunking, il a, je trouve, pas trop, il, il n'avait pas été super bon, moi, je trouve, à Chongqing. Autant au Singapour Smash, c'était un peu différent, où il gagne les deux premières manches et après il se fait remonter. Il avait été beaucoup gêné, je trouve, au Chongqing. Après, c'était Francisca, c'est un type de jeu qui le gêne peut-être plus que Canada.
Canada qui est quand même un joueur assez surprenant, qui peut pendant longtemps ne pas faire des résultats flamboyants, et puis tout d'un coup te battre les meilleurs joueurs mondiaux. Donc aussi avoir la forme de Canada. Je pense que malgré tout, ça reste un groupe relativement abordable pour Alexis et que je le vois passer aussi. Je, je- Ouais, ça semble quand même plus facile. Après, moi, je l'avais jamais dit, donc je vais le dire maintenant, mais j'ai toujours un peu de réserve, au-delà de l'aspect tactique, hein, mais j'ai toujours un peu de réserve sur un joueur qui a été suspendu pour dopage. Et donc, Kanaja, enfin, je, même si c'est pas forcément le sujet, mais je le porterai jamais vraiment dans mon cœur et j'aurai toujours un petit doute sur tes performances, même si je sais que c'est pour un, pour un no-show. Oui, c'est pour des Par no-shows. contre, au niveau. Comment? Non, je disais c'est pour des no-shows, hein, juste pour la précision, Oui, oui, c'est pour pour des trois no-shows, no-shows, oui. ouais. Ouais, mais moi, je sais pas, voilà, de la réserve, tout simplement. Par contre, au niveau purement sportif, ce sera leur premier affrontement, le premier affrontement entre Alexis et Kanalcha. Donc, voilà, bon, tactiquement, on sait comment jouent les deux joueurs, mais ça va être intéressant, je pense, de voir une première opposition entre deux pour les prochaines fois, et puis même pour voir comment ils vont réagir au style de jeu, de leur adversaire. Troisième groupe maintenant, est-ce qu'on ne serait pas sur le groupe de la mort? Enfin non, pas celui-là. Le troisième groupe, c'est celui de Thibaut, avec Eugène Wong, le Canadien, et Bénédicte Douda. Il avait joué, la dernière fois qu'il a joué Douda, c'était à Macao, aux Champions de Macao. Donc, il va le jouer au même endroit, en fait, parce que la Coupe du Monde se déroule à Macao. Et il l'avait perdu sur un score de 3-7-1. C'était un match avec 2 sets serrés, mais sinon, Douda était quand même un peu au-dessus de Thibaut. Ça va être compliqué de sortir du groupe. Ouais, Enfin, compliqué, bah, compliqué, par rapport à Douda. Après, depuis Thibaut a quand même bien progressé. Thibaut a bien progressé, ça, c'est vraiment enfin, c'est pas eu un affrontement sympa parce que je trouve que c'est 2 joueurs qui pourraient bien se complémenter. Un gaucher, droitier, Douda qui va énormément, je pense, jouer sur le court coup droit de Thibaut Porret, éviter de jouer vers son revers. Puis, en même temps, on aurait des fois des rallyes entre les top revers de Thibaut et les attaques coup droit de Douda. Donc ça peut être un match intéressant. Après, c'est vrai que sur le papier, avantage Douda, mais je pense que Thibaut Porret peut faire quelque chose de sympa. Après, pour Eugène Wang, bah, encore une fois, je vais retenir la leçon de Nicolas Loum. C'est un joueur qui a qualités coup droit. Maintenant, sur le papier, je pense que la finale de ce groupe, ça sera notre Français contre Benik Douda, surtout que, comme on répète, là, le format est de nouveau bah, logique. Et donc, normalement, les meilleurs joueurs devrait être capable de battre ces typologies de joueurs. Alors peut-être que dans le format précédent, avec 4 manches secs, la pression un peu supplémentaire et des joueurs qui jouent sans trop de complexe, là je pense que ouais, ça va être une belle finale de groupe. Après, moi je donne personnellement un avantage à Douda, mais ça sera pas mal pour Thibaut Porret pour justement appréhender ses progressions, notamment côté coup droit. À voir, justement. Ouais. Moi aussi, j'avoue, je vois Douda gagner contre Thibaut. Je le vois supérieur, effectivement. Euh, Après, bon, Eugène Wang, maintenant qu'on peut plus vanner Nicolas Loum, on vanne Eugène Wang, hein. Parce que je pense qu'il reste quand même aujourd'hui beaucoup plus faible que Thibaut et Douda. Donc, ouais, il peut faire un truc, Thibaut contre Douda, mais j'avoue que je vois toujours Douda supérieur. Même si récemment il a perdu contre Flavien Coto, j'avoue que quand, quand je vois ce match, par rapport aussi au match qu'il fait en 2025, je me dis que Douda reste supérieur. Après, à voir et on va toujours espérer une bonne surprise. Allez, maintenant le dernier groupe.
peut-être le groupe de la mort, à vous d'en juger. Je vous sortirai 3 autres groupes qui sont aussi sympas. Le groupe 15, celui de Simon Gauzy, qui sera avec Wen Rubo et Stéphane Wesh, le franco-algérien. Et là, moi j'ai envie de voir forcément, toujours envie de voir les matchs de Simon, mais le Simon-Stéphane Wesh, je crois qu'ils ne vont faire que des ballots et franchement, ce sera pour notre plus grand plaisir. Je je sais pas, enfin, si c'est moi qui fais si je peux faire la vidéo, si c'est Foucault, peu importe. Je sais pas comment on va se démener pour la faire. Il y aura sûrement 15 points à mettre dans le highlight, voire plus. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'on va voir sur ce match, même si Simon est évidemment supérieur à Stéphane, dans la dynamique actuelle encore, enfin, évidemment, mais franchement, voilà, j'en perds mes mots, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Même s'il faudra aussi jouer Rubo. Ce sera sûrement Oui. le match le plus important pour Simon dans la poule. Ouais, beaucoup de symbolique. Bah, déjà, Simon avec Henbon, déjà. Donc là, déjà, il y a un peu ce lien-là. Et puis, pour le lien avec Stéphane Wesh, quand même, c'était une belle rivalité des années 2010 dans le giron français. Donc, c'est toujours marrant. Ouais, non, c'est un groupe sympa. Alors, on l'a vu sur les réseaux, la tête de Wayne Rubo, il n'était pas très heureux d'avoir Simon Gauzy, parce qu'il dit quand même ça va être une bataille. Et puis Simon Gauzy à peu près pareil. Donc non, ouais, ce groupe sympa. Je sais pas si c'est le groupe de la mort, très honnêtement, sans Simon Gauzy, Wayne Rubo, oui. Stéphane Wesh, pour le coup, la dernière fois que j'ai vu jouer, c'était au championnat de France et c'était un peu compliqué. Enfin, moi, en tout cas, je trouvais que c'était un peu compliqué. Il avait fait une bonne Coupe d'Afrique dernièrement, mais je pense quand même que c'est en dessous des deux joueurs précédemment cités. Donc, c'est un match vraiment. Enfin, c'est une poule, on va dire, plus dans la symbolique sympa. Après, je pense quand même que la première place du groupe et la qualification va se jouer entre Wayne Rubo et Simon Gauzy. Et ça va être un match très intéressant parce qu'on a vraiment deux styles radicalement différents. Simon, joueur revers, joueur de toucher, et Wayne Rubo qui décale en coup droit très rapidement et qui joue beaucoup en puissance. Ça peut être vraiment là aussi un top top match. Je pense que faudra pas du tout enterrer Simon, même s'il est pas forcément dans la forme de sa vie en ce moment. Euh, Simon, ça peut être quelqu'un qui performe sur une compétition comme ça, même en n'étant pas en forme. Et, et donc, ça m'étonnerait pas qu'il fasse la perf contre Wayne Rubo. Euh, je pense qu'on va se régaler sur le match contre Stéphane Wesh. Et, euh, et ouais, c'est un beau groupe. C'est un groupe sympa. J'avoue que je vois quand même Stéphane Wesh en dessous. C'est pour ça que pour moi, c'est quand même pas le groupe de la mort. Euh, mais je pense qu'on peut avoir un match très intéressant entre Gauzy et Ruibo, sachant ils se sont jamais affrontés. Et ils sont partenaires de club, donc ils doivent quand même un peu se connaître, même si Wayne Ruibo est quand même pas souvent à Elbourg. C'est surtout, il est surtout là en club. En tout cas, ça peut être un match intéressant. Ouais, Robo avait l'air quand même vraiment pas content de tomber sur Simon. Donc je me dis qu'il a un peu les chocottes. Euh, donc moi je dirais que j'aimerais bien que Simon passe et vu que je suis un bon Français, je vais dire que Simon passe. Pour tout vous dire, voilà. Je crois un peu en Stéphane Wesh pour 2 raisons. Parce que Stéphane Wesh, Simon, je me dis que tout est possible et que un mec qui fait autant de ballots comme lui contre un Chinois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et je en fait, je vais pas vous mentir, donc sur la ligne de départ, Stéphane, il est 47e, c'est pas étonnant, il y a que la wildcard Macanès qui est derrière lui et enfin, c'est pas lui faire injure de dire que c'est sûrement un des moins bons joueurs sur les listes de départ. Et je dis pas, sûrement pas le plus mauvais, parce que au vu du pédigré des 48 joueurs, c'est mieux de dire le moins bon. Enfin, celui qui a aussi le moins bon classement, hormis donc le Macané. Mais je pense qu'il a eu un tirage très, très favorable. De tomber sur Simon et Wedrigo, tout est possible finalement. Et je, je me dis qu'il doit le sentir. Il doit se dire, bon, c'est pas fait, c'est loin d'être fait, mais il a eu
Il a eu de la chance au tirage pour moi. Et c'est pour ça que ce groupe, pour moi, c'est peut-être le plus intéressant. Il n'avait pas l'air d'accord avec toi, hein. Ah ouais? Bah, il avait l'air vraiment dégoûté d'avoir Simon dans sa poule, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, ouais, peut-être, mais Simon, c'est quand même un homme à perdre, quoi. Donc, je suis pas sûr que Renaud était vraiment super content Non, non, mais je parle de d'avoir Simon dans sa Stéphane poule. Wesh, Est-ce qu'il aurait pas préféré un petit Togami? Je sais pas. peut-être. Sinon, maintenant, je vais vous proposer trois petits groupes très rapidement. Les autres groupes qui pourraient être qualifiés de groupe de la mort, ou en tout cas les groupes les plus intéressants. Je vous propose le groupe 5, et vous allez peut-être me donner allez, le groupe qui va être votre priorité entre les trois. Allez, groupe 5, Lin Yunyu, Omar Assar, Mehdi Bouloussa. Groupe 8, Yang Wujin, Yuki Aouda, Chang Yuan, demi-finaliste de la Coupe d'Asie, qualifié grâce à ce statut-là. Et dernière poule, poule 16, Patrick Francesca, Zhu Qiao et Ryusei Kawakami, champion du monde du 19. Ah, le 8 et le groupe 16, franchement, il est vraiment. C'est très tendu, hein. Je suis un peu partagé. À un moment donné, je dis groupe 8, puis après groupe 16. Je vais rester sur le groupe 8. Déjà, j'ai envie de voir Ouda Woojin. Ça peut être un match assez fou. Et puis Changhua Yuan, c'est un peu en tout cas, la belle progression de ce début de saison. Jeune joueur qui a un gros potentiel. Ouais, c'est un groupe que j'aime beaucoup. En plus, Yang Jin, hormis problème de blessure, il fait un super début de saison. Donc, ouais, franchement, c'est le groupe qui m'intéresse le plus parce que sur le groupe 16, hormis Kawakami qui sera un peu le petit nouveau, on connaît Francisca, on connaît Zukiao, donc il y aura moins de surprises. C'est vraiment une poule que j'aime bien sur le papier. Donc le groupe 8 pour moi. Ouais, moi, je vais faire dans le classique. Je vais dire le groupe 16 parce que c'est très tendu. On sait pas trop qui pourrait sortir premier de ce groupe. Kawakami qui est quand même sous-classé pour son réel niveau, Zukiao qui est très solide, Francisca qui est donc la 16e tête de série. Je crois que je vois bien Zukiao passer dans ce groupe, mais en tout cas ça promet des matchs très intéressants. Et ouais, ça sera intéressant et pour moi c'est le groupe de la mort. Et, euh, et en tout cas j'ai hâte de voir les matchs. Francisca, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est ce tirage pour moi? C'est un coup monté. Parce que là, Ouais, franchement, le quand tu pauvre. vois le troisième tiré Kawakami, tu fais non, mais il y a tellement d'autres joueurs, des Timothy Chai, des Ding Shu, du Jin Wang, voilà, sans faire offense à ces joueurs-là. Il y a des joueurs, entre guillemets, là, tu tombes sur peut-être l'un des meilleurs de ce pool 3. Donc, ouais, en plus, Zukiao en deuxième. Ouais, ouais. Franchement, Francisca, là, il sait que cette phase de pool, s'il passe, ce sera déjà une belle Coupe du Monde. Bon, tu peux avoir Timothy Choi ou Maxime là, la tête de série Bacaled, Ouais, et tu te retrouves avec Kawakami, pas de bol, quoi. ouais. Enfin, la wildcard plutôt. Mais, Mm. mais ouais, c'est Oui, ça. Moi aussi, groupe 16, je vais pas faire l'original, enfin, faire l'original. Le groupe 8 et le groupe 5 sont aussi de super groupes, mais pour moi, c'est le groupe 16. Je, où je vais rester ouais, plutôt classique. Francisca, c'est ça, c'est très homogène, parce que Kawakami est 46e sur la liste de départ, mais franchement, je le vois pas très inférieur à un Jean Carré qu'un Radzinski. Pareil pour un Gang Yeong, même aller un peu en dessous d'un Ionescu. Mais par contre, je le vois vraiment en dessous d'un Fei Yixing, vraiment en dessous d'un Chang Yuan. Et sinon, le reste, bah, Aruna, Bulusa, Cifuentes, Choi, Lam Suang, pardon, Mark Tignan, Eugène Wang, Dinshu et Stéphane Wesh. Ah, je pense qu'il est au-dessus. Donc finalement, c'est peut-être le quatrième ou cinquième joueur le plus compliqué du chapeau de 3, si on peut appeler comme ça. Et Francesca va devoir aussi affronter Zukao, qui est donc le quatrième joueur le plus compliqué du chapeau 2. Donc pour moi, ouais, c'est peut-être le groupe le plus homogène, le plus serré en termes de niveau.
qu'on va bien se régaler avec ce groupe-là et il va pas falloir louper un seul match des 3 matchs. Allez, maintenant, donc, on va passer au tirage au sort féminin avant de clôturer cet épisode. On a 3 joueuses françaises qui participent, contrairement à l'année dernière où on avait seulement, même 4 joueuses françaises d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Avec Maëlys Giray. On a donc, enfin, 3 joueuses plus 3 joueuses françaises plus une nouvelle-calédonienne. Donc on va commencer avec le groupe 7. Kooiman, Amy Wang et Charlotte Lutz. Foucault, Damien, ça va être très, très compliqué pour Charlotte. Il faudra créer un exploit monumental. Enfin voilà, on va très Ouais, vite manquer de superlatif pour parler d'une potentielle perf contre Kooiman. ouais, ça va être mission impossible, si on peut dire ça, parce que Koeman et en général les Chinoises, dès que tu rentres dans le top 6, c'est euh, c'est un cran dessus, et c'est pas comparable au niveau masculin, ou au niveau masculin, il peut avoir des pertes sur des top 5, même de la part de top 20. Charlotte Lust déjà pas top 20. Et puis, c'est un autre univers, en fait. Je trouve que, quelquefois, on a l'impression qu'elles font pas le même sport, parce que quand tu vois des matchs entre Romanus et Sam, et même avec Roman, où ça fait des échanges revers très longs, on sait que Charlotte, c'est pas son point fort. Alors, elle peut gêner sur quelque autre chose, mais quand on l'avait vu, notamment contre Solskjaer, on avait vu qu'elle avait quand même pas réussi à faire grand chose, et c'est plutôt logique. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des moyens donnés aussi aux féminines, en Chine, qui sont très différents. Et aujourd'hui, ça sera compliqué. Charlotte, déjà, de battre Coman, Abby Wong aussi, hein, parce que c'est très solide. Donc, je pense que déjà, si elle arrive à battre Abby Wong, c'est pas mal, mais Coman, ça me paraît vraiment impossible. Ou en tout cas, si elle le fait, faudra quand même le relayer, parce que ça serait vraiment complètement fou. Moi, j'ai le même avis, je dirais même la phrase un peu bateau, mais prendre de l'expérience. Parce que je vois pas Charlotte Suisse pouvoir battre Quayman. Alors, encore une fois, on est là pour voir les exploits et on espère que ça fera mentir, mais non, je vois pas un monde où Charlotte passe cette poule. Amy Wang, ça sera le match intéressant parce que joueuse, on va dire, un petit peu dans la même fenêtre. Donc, essayer de finir deuxième de cette poule, ça peut déjà être pas mal pour Charlotte. Mais je dirais que le match face à Koeman, bah, encore à limite appréhender ce match en testant de nouvelles choses, des choses qu'elle a en tête pour sa progression personnelle et en espérant que ça gêne Koeman. Mais non, je vois pas d'autre issue que Koeman sort assez facilement de ce pool. D'ailleurs, ce match contre Koeman, ce sera le premier du groupe, donc demain matin, dès Mm. 5h15. Et je viens de me rendre compte que grâce au décalage horaire d'aujourd'hui, on n'avait plus 7 heures d'écart avec Mako, mais bien 6 heures. Donc ce sera 5h15 et pas 4h15 pour mon plus grand plaisir et sûrement pour le vôtre aussi, parce que pas se lever à 4 heures demain, ça fait plaisir. Parce que je vais sûrement regarder uniquement ce match-là et puis m'endormir. Je sais pas ce que vous allez faire, vous, de votre côté, mais donc voilà, on sera. Bon, ce sera pas acté parce que même en cas de victoire contre Koeman, il faudra. Enfin, ou de défaite, c'est pas fini parce qu'il restera un match contre forcément Amy Wang, si je dis pas de bêtises dans le groupe, ouais, c'est ça, Amy Wang. Mais bon, comme vous l'avez dit, ça va être très compliqué, pas besoin de détailler avec beaucoup de clés tactiques. Mais en tout cas, on sera vite fixé. Demain, 5h15. 5h15, premier match, Koeman, Charlotte Lutz. Quatrième match de la session. Et puis on verra bien. Deuxième poule avec une Française, c'est la poule de Jianan. Jianan Wan, qui est dans le même groupe que Kim Na-yeong et Chun-Li Lee, pardon. Donc voilà, un groupe avec un match assez facile. Et puis on sait que Jianan est quand même dans les 16 têtes de série, ou en tout cas dans le chapeau 1, on pourrait l'appeler comme ça. Donc il faudra. C'est un groupe plus facile que l'année dernière en tout cas, et la qualif est largement possible face à Kim Na-yeong. Ouais, possible. Après, quand même, pas sous-estimer la Sud-Coréenne, Kim Na-eun, qui est une bonne joueuse, qui est bon sur les deux côtés de la table.
Ouais, c'est un match équilibré. J'irais même peut-être même un petit avantage, je trouve, sur la dynamique à la sud-coréenne, mais pas impossible en bonne forme, à l'image de ce que Janian a pu faire sur la Coupe du Monde ces dernières années et les exploits qu'elle a pu faire. C'est voilà, c'est un groupe où passer est possible. Après, je dirais que je donne quand même un avantage à la sud-coréenne personnellement, mais il n'y a rien d'impossible. Pareil, moi je donne davantage à la Sud-Coréenne, vu aussi la dynamique récente de Dianan, qui a fait des bons top 16, et dès le premier tour au Singapour Smash, et après elle a eu un tirage assez très compliqué à Chungking. Donc elle n'est pas dans une dynamique très forte, je trouve, Dianan. Elle a perdu, bon, c'était en 2024, leur seule confrontation entre elles deux. Kim Dae-hyuk, elle a l'avantage de la jeunesse aussi. J'avoue, je la vois supérieure. Après, bon, ouais, on n'en avait pas parlé, mais pour moi, il n'y a pas de débat sur Chun Lily. Il y aura pas trop il y aura trop d'écart. J'avoue, je connais pas cette joueuse et donc je pense qu'elle est largement en dessous. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu dommageable dans, dans ces groupes féminins, c'est que souvent la troisième joueuse est très très en dessous. Et c'est le cas là. Donc, ouais, on verra. En tout cas, je pense que ça sera un beau match entre Diana et Kim Dae-young. Mais j'avoue que je vois Kim au-dessus. Ouais, je vois peut-être Kim Na-young un peu au-dessus. Après, Kim Na-young, c'est des résultats un peu en dents de scie quand même depuis le début de saison, comme Janan. Donc, pour moi, ouais, je mettrais plus à égalité que vous voyez. Parce qu'au Champions de Chongqing, elle passe pas un tour. Bon, premier match contre Chenny, hein, mais c'était assez compliqué comme premier match vraiment pour elle. Euh, Singapour Smash, bah, pareil, éliminée dès le premier tour, même si c'était face à Mimaito, elle prend pas un set. À Chennai, elle passe qu'un tour. Elle se fait éliminer par Sakura Yokoi au 3-0, pareil. Au Star Contender de Doha, bon, elle échoue en quart de finale, mais elle se prend vraiment une énorme gifle par Hitomi Sato. Et c'est pas les deux premiers tours, bon, c'est contre Duo Kiem et Miyu Hirano, mais bon, il y a pas non plus, il y a pas de top 20 qu'elle a battu, même de top 30. Et puis au Champions de Doha, elle gagne qu'un match contre Zheng Jian à la belle, vraiment au forceps, hein, donc c'est pas non plus un énorme début de saison pour Kim Na-young. Donc moi, je les mettrais vraiment à égalité. On sait que Janan, avec l'âge, est peut-être de plus en plus imprévisible au niveau, quand on parle de son niveau. Donc moi, je les mets plus ou moins à égalité. Et puis on verra le jour du match, hein. Et ce sera Ju- quasi assurément la finale du groupe. Juste une précision par rapport à Chenili, c'est vrai que ça y est, ça me revient en fait, la joueuse me revient. Ça aurait été un tirage beaucoup plus compliqué si ça avait été début des années 2000 ou fin des années 90, on va dire. Parce que là, à 20-30 ans, c'était une joueuse de très très haut niveau. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'est encore une danse qui continue, une carrière assez unique de jouer encore à quasiment. Enfin, ouais, ouais, elle a quel âge? 1962. Mais en 1962, bah, bon, bref, c'est fou, quoi. Elle joue encore au ping, bon, voilà. On sera heureuse de la voir encore jouer au ping encore aujourd'hui. Mais bon, oui, pour Jianan, ça sera surtout cap sur la Sud-Coréenne. Oui, c'est ça. Enfin, c'est évidemment, c'est honorable d'être encore à ce niveau-là, à cet âge-là, à 64 ans bientôt. Mm. Enfin, 60, oui, bientôt 64. Maintenant, maintenant oui, enfin, ça semble être un tirage. Comme je te dis, ça aurait été un tirage plus compliqué à 20 ans. On peut finir avec le dernier groupe des Françaises, enfin des Françaises, de la Française, parce qu'il y a pas de la Nouvelle-Calédonienne, Maëlys Giray, qui vont jouer contre Ying Han, un groupe qui est plus ou moins vert pour Pritika. Il doit faire. Ouvert, mais je suis pas confiant. Je suis pas confiant parce que Ying Han va lui imposer des longs rallyes de balles à démarrer coup droit. Et surtout, c'est une joueuse qui réclame beaucoup de patience.
choisir la bonne balle et surtout qui te donne zéro vitesse et qui en plus quand tu donnes juste une balle favorable, capable, peut-être pas du niveau d'une Sabine Winter, mais qui est capable quand même de bien claquer en coup droit. Je suis à voir le niveau de forme de Pritika, ces derniers forfaits. On espère que ses problèmes de santé sont réglés. Mais en tout cas, je suis pas confiant. Voilà, je suis pas confiant par rapport à la typologie de la joueuse, puisque plus Ingan en plus joue bien, quand même bien encore. Donc je suis pas confiant pour Pritika. Voilà. Si ça passe, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Pritika a trouvé des solutions au coup droit pour gagner en stabilité et en souplesse aussi au niveau de souplesse aussi. Parce que des fois, elle peut paraître un peu rigide quand elle démarre. Si elle trouve des solutions contre Han, ça peut être quelque chose d'intéressant pour la suite. Mais je suis quand même pas très confiant. À voir. Compliqué. Ouais, moi c'est un peu pareil. Moi je suis aussi pas très confiant parce que l'année a été un peu galère pour Pritika. Après, si elle gagne, ça, ça mettra une dynamique qui sera positive et ça peut la remettre sur une année qui sera, je l'espère, moins galère que l'année dernière. Mais elle sort quand même, sa dernière performance, c'est des top 16 où elle perd 3-0 contre Puyo. Là, elle joue contre une défenseuse, c'est quand même pas le style de jeu idéal pour elle. Une défenseuse qui attaque bien en plus. Ouais, en plus, ouais, non, elle commence contre Bailey Giré, donc elle pourra se mettre en forme. Et après, elle aura Gigan, après. Ouais, je suis un peu pareil que Damien, j'ai un peu peur pour Kritika, mais ça me paraît malgré. Ouais, non. Ouais, j'ai un peu. J'allais dire, ça me paraît la Français qui a le plus de chances de passer, mais j'avoue que je vois quand même Canada avoir plus de chances de passer. Mais je l'avoue que j'ai un peu peur d'un zéro pointé en féminin qui sort des poules. Après, à voir. Comme t'as dit, Kim Jae-hyuk était pas en forme. Là, Ying Han elle commence à vieillir un peu aussi, donc ça va pas jouer. À voir. Franchement, je le trouve un peu dur. Elle s'est absentée pas parce qu'elle était à un mauvais niveau ou quoi que ce soit, mais parce elle a dû être malade ou elle a eu une petite Oui. blessure apparemment. Et là, elle va pouvoir jouer Maïli Gira au premier tour, de quoi se mettre en confiance. Donc, moi, je pense je m'attends pas à une qualif de Pritika, soyons honnêtes, mais je m'attends à un beau match, à un match serré et qui pourrait aller jusqu'au quatrième, voire même à la belle. Et moi, j'ai envie de voir ça. À la fois, je m'attends à ça et j'ai envie que Pritika, pardon, nous prouve qu'elle peut le faire. Je Ouais, préfère préciser. mais Pardon. Je préfère préciser de mon ouais, côté que ouais, ouais, mais moi, quand je vois le match aussi, bah après, Kutika, c'est pas Audrey Zarif, donc c'est pas la même chose, mais quand je vois le match que ça fait Audrey Zarif, j'avais trouvé Ying Han très solide quand même. Et les deux matchs qu'elle perd, là, les dernières fois, c'est contre Zhu Yingling, donc c'est quand même pas la même chose. Mais sinon, sinon, quand même, récemment, putain, elle bat au Manu, quoi. Donc, pour moi, il est quand même en plus grande forme et, ouais, moi, je serais plus pessimiste que toi, Noah. Ok, on verra. Moi, franchement, j'espère vraiment voir un beau match, en tout cas, entre Pretty et Anne. Pour moi, je ne vais pas dire qu'il y a la place non plus, mais il y a la place pour Janan. Il n'y a pas la place vraiment pour Pretty, mais il faut qu'elle montre aussi qu'elle progresse et qu'on arrête de toujours être négatif, de dire ah, c'est compliqué pour Pretty, qu'elle vient d'une interview et dire on essaye, on travaille. Et là, j'ai envie justement que ça se concrétise. Et parce que justement, je sais qu'elle travaille, qu'elle fait tout pour arriver à accéder à toutes ses ambitions, etc. Mais là, justement, pour moi, c'est le match, après avoir joué Maïli Géré, entre guillemets, au premier tour, euh, où elle doit montrer qu'elle peut réaliser ce genre de match avec une victoire, pour moi, au final, contre England. pour finir sur une note Allez, positive je de vous mon propose côté. deux petits groupes. Ah pardon, excuse-moi, Ouais, Damien. juste pour dire, pour finir par rapport à Pritika,
Si elle arrive à s'imposer contre Ying Han, ou en tout cas qu'elle arrive à imposer une belle bataille face à Ying Han, ça peut déjà lui faire de la confiance parce que c'est vraiment des typologies de joueuses qu'elle n'aime pas forcément affronter. Enfin, en tout cas, j'ai en mémoire, en tout cas, des matchs où ça a été très compliqué contre des défenseuses. Donc, si déjà il y a un beau combat et qu'elle trouve des solutions, ça sera déjà bien. Et si elle gagne, bah, ça peut être aussi quelque chose de très intéressant aussi pour elle, pour la suite et pour confirmer une progression, en tout cas sur des circuits qu'elle a mis en place. Bref, sur le papier, c'est pas hyper favorable, mais ça reste enfin, ça reste un talent, ça reste quelqu'un qui a quand même des bonnes forces, donc à voir. Moi, c'est pas que je suis négatif en Predica, c'est juste la dynamique n'est pas en sa faveur. Voilà. La dynamique globale, pas forcément par rapport à sa maladie ou blessure ou quoi que ce soit. Je dis la dynamique sur le long terme. Et maintenant, comme pour les hommes, je vais vous proposer deux groupes, avec plutôt un qui m'intéresse, que je trouve assez attrayant, et un autre qui pourrait taxer le groupe de la mort. Donc le premier, le potentiel groupe de la mort, vous me direz ce que vous en pensez. Groupe 5, Ina Hayata, Kim Yuk-Zohan, Annette Kaufman. Ouais, pour moi, c'est groupe de la mort celui-là. En tout cas, c'est le groupe le plus homogène chez les Et ça filles. reste un groupe de la mort féminin en quelque sorte. Hmm. Pour moi, oui. Quand je dis groupe de la mort féminin, c'est qu'on sait que c'est beaucoup plus hétérogène, qu'il y a beaucoup plus de disparités entre les niveaux chez les femmes, comme on le dit à chaque fois. Donc c'est beaucoup moins resserré quand même que chez les hommes. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Il y aura un beau Shin Yubin, Zheng et Bergstrom. Mais c'est vrai que pour moi aussi, le groupe 5 euh, est plus solide et plus homogène, on va dire. Avec Alec Kaufman qui surprend pas mal quand même, et qui est une très belle promesse pour le futur. À voir aussi, à voir. Yata me paraît favori quand même, mais effectivement, ça serait le groupe de la mort du côté féminin. Je serais assez d'accord avec ça. Et Annette Kaufman, qui avait déjà eu un groupe pas facile l'année dernière, je m'en souviens. Et puis on avait vu des beaux matchs. Et sinon, j'avais un autre groupe à vous proposer. C'est, attendez, le groupe avec Tania Morris, qui m'intéresse, je trouve, voir comme ça des jeunes, mais en même temps, on aurait un bel affrontement entre deux joueuses non asiatiques, l'affrontement des B, Bruna Takahashi et Bernadette Sox. Et moi, celui-là m'intéresse à titre personnel, mais évidemment, c'est pas un groupe de la mort. Oui, c'est pas un groupe de la mort, mais oui, pareil, il y aura une belle bagarre entre Bruna Takahashi et Soch pour passer. Donc, en tout cas, ça sera le match qui sera déterminant pour la qualif. Zéro hype sur ce groupe, je crois. J'ai l'impression que c'est un match qu'on voit souvent, Takahashi Sox, et c'est souvent serré. Donc, ouais, pareil. Après, Yaori, c'est quand même en dessous. Et je regarde dans les matchs récents, c'est vrai, c'est vraiment serré entre Takahashi et Sox. La dernière fois, c'était la Coupe du Monde de l'année dernière, où Takahashi avait gagné 4-0. Donc, on va voir ce que ça va donner cette, euh, cette année. J'espère, sachant que le format est différent parce que là c'est en français gagnant. Comme c'était 4-0 Ouais, l'année moi dernière. je mettrais une pièce sur Takahashi. Mais oui, ça sera un match très intéressant. Après, voilà, Tanya Amouri, c'est quand même largement en dessous des deux. Donc ça n'est pas un groupe d'avant, mais cet affrontement sera intéressant. Vous voyez, juste l'année dernière, par rapport à Annette Kaufman, là, qui est dans le groupe qui est chez le groupe de la mort, avec donc Kim Yuk-Zohan et Ina Yata. L'année dernière, elle était dans le groupe avec Adriana Diaz et Priti Kapava, donc elle leur avait causé pas mal de problèmes parce qu'elle avait fait deux matchs nuls. C'est pour encore jouer les troubles faits. Oui. On l'espère pour Annette Kaufman, même si quand même Inayata, c'est quand même un niveau, c'est quand même un niveau dessus. Oui, oui.
Ouais, pareil, je pense. Bon les gars, merci à vous pour cet épisode. Je pense qu'on peut terminer comme ça, bon que vous ayez quelque chose, à dire sur une des 2 coupes du monde, parce qu'on a évoqué la coupe du monde de double et de simple dans cet épisode. Et puis donc, bah, merci à vous 2. On se dit à la prochaine, la semaine prochaine et merci aux auditeurs d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas d'aller sur nos réseaux, Instagram, Twitter pour suivre, pardon, l'actualité du ping professionnel en continu. N'oubliez pas de partager ce podcast si vous l'avez aimé, de nous mettre une petite note, nous mettre un commentaire si vous pensez qu'on peut améliorer quelque chose, parce qu'on peut toujours s'améliorer évidemment. Et puis voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se dit à la prochaine. Salut à tous! Ciao! C'était Top sur Top.